Heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de Sacrés Parents, votre programme consacré à la santé et à l'éducation des enfants. Mon enfant est anémié, c'est le thème du jour. Au sommaire, le casse-tête dans la rue, les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Miam miam, dans la cuisine avec Maman Élise, où l'art de faire de bons petits plats à petit prix. Et donc, cette rubrique où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Et enfin, les petits génies ou les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Voilà pour le sommaire. Si vous voulez faire partie de la grande famille Sacrés Parents, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau, mon enfant est anémié, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous. Maman Élise, bonjour. Bonjour Tina. Comment tu vas? Très bien. Je vais vous faire déguster aujourd'hui du riz avec la sauce tomate aux arachides grillés. Ah, ça a failli me faire peur parce que j'ai vu les arachides et je me suis dit, comment la sauce tomate? Ah, la sauce tomate aux arachides grillés. Oui. Ok, d'accord. Riz et sauce tomate aux arachides grillés, c'est ce à quoi nous aurons droit dans la rubrique Miam Miam. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je ne suis jamais seule d'ailleurs. À ma droite, Serge, papa d'un bébé de 3 mois qui partagera son expérience de papa avec nous aujourd'hui. Bienvenue Serge. Merci Tina, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et un bonjour à toute l'équipe. À côté de Serge, le docteur Gaël Biliga. Bonjour docteur. Bonjour Tina, bonjour à l'équipe. Merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation. Ah, merci. Merci à vous pour l'invitation. Mon enfant est anémié, c'est le thème du jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'arrêter pour le casse-tête. L'anémie, c'est une maladie qu'on peut soigner à l'ingénieur. Parfois, on peut soigner ça même dans les femmes qui vendent des remèdes en pleine Bouddha pour que tu puisses faire le traitement. Moi, je ne connais pas comment on fait l'anémie, là on traite l'anémie, mais je sais qu'on peut aller voir les femmes traditionnelles, là, ils vont nous faire des remèdes en bon. Tout pour moi, l'anémie. L'anémie, c'était d'abord dans le domaine santé. L'anémie, c'était un manque de sang d'abord. Lorsqu'un être humain n'a plus assez de sang dans son organisme ne peut plus fonctionner normalement. C'est-à-dire se sent faible, il n'a plus assez de force, donc il faudra lui récompenser ça. En lui faisant peut-être une transfusion, mais traditionnellement chez nous, au Cameroun, au village, en fait, comme on peut dire chez nous, au village, on a une façon de compenser l'anémie. C'est-à-dire on vous concocte une potion, c'est-à-dire à base des plantes qui vous ressourcent avec du sang, qui vous complètent encore du sang, donc, qui augmente le taux de globules rouges dans l'organisme. Pour moi, c'est ça l'anémie. Selon les informations fournies par l'Organisation mondiale de la santé, l'anémie toucherait plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. En pourcentage, cela représente près du quart de la population mondiale. Ces données chiffrées ont été récoltées par l'OMS entre 1993 et 2005. La prévalence est nettement plus élevée chez les enfants et les femmes non enceintes. En effet, près de 45 enfants en bas âge avant 6 ans ainsi que plus de 30% des femmes non enceintes sont anémiques. Chez les hommes, en revanche, l'anémie ne touche que 12 hommes sur 100 environ. Pour obtenir ces chiffres, l'Organisation mondiale de la santé a mesuré la concentration d'hémoglobine dans le sang par catégorie de personnes. Les enfants en bas âge, les femmes non enceintes, les femmes enceintes, les hommes et enfin les personnes âgées. Ces critères ont été définis en 1992 par un comité d'experts de l'OMS. Ce comité a défini les différents seuils en dessous desquels on considérait qu'une personne était anémique. Les seuils sont différents selon la classe physiologique indiquée plus haut, femmes, hommes, enfants. L'Organisation mondiale de la santé s'est également intéressée à la répartition mondiale de cette maladie.
Ainsi, selon elle, l'anémie fériprive est beaucoup plus fréquente dans les pays d'Afrique, du sud-est, de l'Asie. En Europe, ce sont surtout les personnes vivant dans la région orientale du pourtour méditerranéen qui souffrent d'anémie. Pour le reste du monde, environ 1/5 de la population est anémique. En général, l'anémie est réversible grâce aux traitements existants. Dans l'anémie du nouveau-né, par contre, la mort fœtale est fréquente. Différentes complications de l'anémie peuvent apparaître, comme des problèmes respiratoires ou cardiaques. Ainsi, cette anomalie peut provoquer des difficultés à respirer, un rythme cardiaque plus élevé ou des palpitations. Lors d'anémie aiguë sévère, le patient peut s'évanouir, perdre connaissance. C'est une urgence médicale. Cela est possible lors d'une mauvaise compliance au traitement. En effet, vu les effets secondaires, notamment gastriques, des supplémentations en fer, le patient arrête souvent sa médication de son propre chef, prenant parfois à la légère sa maladie. Un état de choc peut aussitôt survenir. Dans les cas extrêmes, diagnostic trop tardif, le patient peut décéder. Il semblerait, selon des études, que lors d'anémie, une démence peut apparaître. On ne connaît pas encore très bien le lien qui existe entre démence et anémie. Est-ce que l'anémie est la cause ou plutôt un marqueur d'un état général déjà bien dégradé? En effet, lors d'anémie, les tissus sont moins bien oxygénés car le sang, déficient en hémoglobine, véhicule moins bien l'oxygène. Lorsque l'organe touché est le cerveau, un risque de démence peut logiquement apparaître. Dans le cas de l'anémie pernicieuse, manque en vitamine B12, les complications peuvent être d'ordre neurologique. Une insuffisance rénale peut survenir dans le cas d'anémie hémolytique. Lors de supplémentation en fer, il s'agit d'assurer une bonne absorption de cette substance. Le fer est mieux assimilé lorsque la personne est à jeun. Cependant, le fer peut provoquer des nausées et des vomissements. Ainsi, il est préférable dans ce cas de prendre la préparation à base de fer en même temps qu'un repas, même si la quantité de fer absorbée est moindre. Mieux vaut une petite absorption de fer que rien du tout. Certaines catégories de personnes sont plus susceptibles de développer une anémie. On parle des femmes enceintes et des femmes ayant des règles abondantes. Ces personnes peuvent réduire leur risque d'anémie en faisant attention à leur alimentation. En ce qui concerne l'anémie du nourrisson, il semblerait que les enfants dont le cordon ombilical aurait été coupé trop vite avant 1 minute de vie pourraient souffrir d'anémie. Cependant, lorsque cet acte est fait tardivement, il y a un risque d'ictère. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé recommande que le clampage soit fait entre 1 et 3 minutes de vie afin de prévenir une anémie et d'éviter un ictère. En somme, l'anémie pouvant être provoquée lors de carences en éléments constitutifs des globules rouges, il s'agira de maintenir un bon approvisionnement en vitamines B12, acide folique et aussi en fer. C'était donc le casse-tête. Nous sommes de retour sur ce plateau. Docteur Gaël Biliga, comment se définit l'anémie? L'anémie, pour être terre à terre, c'est la diminution de la quantité de sang dans l'organisme. Maintenant, pour être un peu plus, pour utiliser le jargon médical, c'est la diminution du taux d'hémoglobine pour un certain volume de sang donné. Et ça varie en fonction des âges et du sexe. Voilà. Voilà pour la définition. Voilà pour la définition de l'anémie. Et comment elle se manifeste? Est-ce que l'anémie, on peut appeler l'anémie maladie? Est-ce que c'est une maladie, l'anémie? L'anémie est souvent la résultante d'une autre maladie. Oui. L'anémie est la conséquence d'une autre maladie, la complication d'une autre maladie. Mais l'anémie en elle-même n'est pas une pathologie. Elle est toujours liée à quelque chose. Donc, le sang, comme on dit souvent, le sang ne se perd pas, il va quelque part. Il diminue pour une raison bien précise. Il faut toujours traquer la raison. Et comment se manifeste l'anémie chez les enfants, puisqu'on parle des enfants? Voilà, l'anémie chez les enfants, vous avez un enfant qui est très fatigué, qui peut se plaindre de maux de tête. En fait, l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène vers le cerveau, vers les organes. Le sang oxygéné, c'est l'hémoglobine qui le porte.
Donc, lorsqu'il y a baisse de cette hémoglobine, le cerveau est en souffrance. Donc, il peut avoir des manifestations comme les maux de tête, les vertiges, la fatigue, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, c'est les principaux symptômes de l'anémie. Et la pâleur, la blancheur. Oui. Serge, tu es papa d'un garçon de 3 mois. C'est vrai, tu n'as peut-être pas encore connu ce type de problème, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de l'anémie? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'anémie, mais pas vraiment chez les enfants. Beaucoup plus chez les personnes adultes. Tu as déjà connu des personnes atteintes ou, je vais dire, victimes d'anémie, je ne sais pas ce que je dois dire, dans ton entourage? Oui, déjà. Des personnes adultes? Oui, uniquement les personnes adultes. Docteur, quelle est la tranche d'âge qui est justement concernée par l'anémie? L'anémie n'a pas d'âge. Même à la naissance, un enfant peut avoir une anémie. Son tout premier jour, il peut être transfusé. Si on dose le taux d'hémoglobine et on se rend compte qu'il n'est pas dans l'intervalle la normale, on peut transfuser l'enfant ou entreprendre une autre prise en charge, mais à tout âge. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de la façon dont se manifestait l'anémie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des causes? Est-ce qu'il y a des causes? Si oui, qu'est-ce qui cause l'anémie généralement chez les enfants? Moi, je pourrais éventuellement parler d'abord des types d'anémie. Voilà. Et on pourra en même temps parler des causes. L'anémie peut être... Il y a des anémies liées à l'absence, une anomalie de production de sang. Donc, le sang n'est pas produit en quantité suffisante. Pourquoi? Parce que les éléments qui aident à la constitution du sang sont soit insuffisants, soit absents. Comme le fer, il peut avoir un défaut, une diminution de la quantité de fer dans l'organisme parce qu'on ne consomme pas des aliments riches en fer. Il y a des vitamines comme la B9, la B12, il y a l'érythropoïétine. Quelqu'un peut avoir une maladie rénale et il ne produit pas assez d'érythropoïétine. La conséquence, la résultante est qu'il ne produira pas assez de sang et il se retrouvera anémié. Le deuxième type d'anémie, c'est des anémies par perte sanguine, des hémorragies. Les enfants peuvent faire des hémorragies suite à un traumatisme ou à une toute autre cause. Et il y a des anémies liées à une destruction des globules rouges. Donc vous pouvez ne pas saigner, mais voir vos globules rouges se détruire. Oui. Et dans ces cas-là, on peut incriminer des maladies comme la drépanocytose. Dans la drépanocytose, on ne saigne pas, mais le corps, les globules rouges s'autodétruisent parce qu'ils sont mal formés. Et même dans le cas du paludisme, on peut avoir des globules rouges qui s'autodétruisent. Et vous savez qu'on est en zone endémique. C'est pour ça que je dirais à Serge que peut-être vous ne voyez pas les anémies chez les enfants, mais en hospitalisation, on en voit. Voilà. C'est pas rare. D'accord. On va revenir sur la destruction des globules rouges et comment est-ce que ça se fait ressentir au niveau de la santé de l'enfant. On a déjà parlé des manifestations et tout, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé de l'enfant, la destruction des globules rouges? La destruction des globules rouges, c'est que la quantité d'hémoglobine va diminuer. Oui. Donc l'enfant va présenter des signes d'anémie. Il va de soi. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait entraîner cette destruction? Je disais, ça peut être une maladie génétique comme la drépanocytose, ça peut être, il y a ce qu'on appelle le G6PD que beaucoup de gens ne connaissent pas. Lorsqu'un patient a cette substance, la G6PD qui est insuffisante, lorsqu'il consomme certains aliments, il pourrait voir ces globules rouges détruits, qui se détruisent eux-mêmes, qui éclatent, et il se retrouve anémié. Il peut aussi avoir des affections comme comment on appelle vulgairement les maladies du sang, les maladies tumorales qui touchent la masse sanguine, les leucémies, les lymphomes, les tumeurs en fait. Voilà. Il y a aussi les maladies auto-immunes, c'est-à-dire quoi? Le corps humain lutte contre ses propres cellules et par conséquent détruit les globules rouges. Ceux-là aussi peuvent se retrouver avec une anémie par destruction. Ok. Maman Elise, le docteur a parlé tout à l'heure des manifestations de l'anémie, pâleur, fatigue et tout, mais il y a un examen que nos mamans aiment bien faire là, un examen presque incontournable. Il n'y a pas une seule maman qui va me dire qu'elle ne pratique pas cet examen-là. En ouvrant l'œil de l'enfant. Voilà, merci Maman Elise. Tu le pratiques, non? C'est vrai que moi, je ne sais pas bien
constater en regardant à travers la paupière de l'enfant. Il y a d'autres façons. La fatigue, les paumes de main, les plantes de pied. Il y en a qui savent vraiment détecter l'anémie à travers cela. D'accord. Oui. C'était pour vous demander, docteur, est-ce qu'un enfant qui est en pleine forme, qui ne présente pas de fatigue, pas de pâleur et qui a le bas des yeux là tout blanc, est un enfant qui a des risques d'anémie ou alors qui est anémié? Parce que généralement, quand on ouvre l'œil de l'enfant et qu'on voit que c'est tout blanc, on dit « Ah, il n'a pas de sang ». Est-ce que ça suffit pour faire un diagnostic? Non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de regarder les conjonctifs pour rejoindre ce que vous dites. C'est les conjonctifs qu'on regarde pour évaluer s'il y a anémie ou pas. Ça ne suffit pas pour poser le diagnostic. Il y a bien d'autres éléments. Il y a en médecine, on regarde ce qu'on appelle le temps de coloration cutanée. Donc on appuie sur la pulpe du doigt, on regarde après combien de secondes la pulpe du doigt se recolore. Ça nous aide. On regarde les signes cliniques comme la fatigue, comme les maux de tête, comme les vertiges. On ne se fie pas seulement parce qu'il y a des personnes qui ont les conjonctives pas forcément foncées. Tout comme on peut avoir quelqu'un qui a des conjonctives qui ont l'air colorées, mais qui est anémié. Dans les deux cas... J'ai vu Serge essayer son doigt et je vais en profiter pour faire pareil, pour voir si j'ai assez de sang. Voilà, je profite pour dire qu'il ne suffit pas de regarder les conjonctives. Vous pouvez regarder, elles ont l'air colorées alors que l'enfant est anémié. Pourquoi? Parce que lorsque la quantité de sang diminue, le corps humain a tendance à privilégier le cerveau, qui est le premier consommateur de sang et tout. Il l'envoie d'abord dans le cerveau. Ce qui fait que, quand je dis dans le cerveau, c'est la tête. Ce qui fait que vous aurez l'impression que l'enfant est coloré, alors que dans le reste du corps, c'est insuffisant. C'est juste que l'organisme donne la priorité à ce qui est important. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des examens de routine à faire sur un enfant? C'est-à-dire, j'insiste sur les enfants qui sont en bonne santé, parce qu'on a vu des cas d'enfants en bonne santé qui n'avaient pas forcément assez de sang. Est-ce qu'il y a des examens de routine à faire pour un enfant à partir d'un certain âge, disons 7, 8, 9, 10 ans? Est-ce qu'il faut faire des contrôles pour savoir si l'enfant n'est pas anémié? Ce que je vais pas dire n'a pas assez de sang. Les examens de routine, c'est le mot routine qui dérange. Il y a des examens qui peuvent permettre de poser le diagnostic d'anémie, mais de routine, non, je dirais pas de routine. Maintenant, dans la routine du médecin, peut-être oui, il reçoit un patient, il y a un examen par exemple qu'on appelle la numération formule sanguine, qui est un examen qu'on demande presque toujours en consultation. L'examen, quand on te le rend, tu n'arrives même pas à voir. Je profite pour relever que les parents ont tendance à dire on m'a demandé la NFS il y a 2 jours. La NFS, on peut la demander tous les jours selon les cas qu'on a en face. Et il y a même des cas où on est obligé de demander plus d'une NFS par jour. NFS numérotation formule sanguine. Numération formule sanguine plutôt. Numération formule sanguine. Donc on peut le faire tous les jours. Oui. Comment se comportaient les personnes que tu côtoyais qui étaient atteintes d'anémie dans l'ensemble, sur le plan physique, santé? Est-ce que ça se voyait qu'elles avaient des problèmes? Oui, c'est vrai quand même qu'elles maigrissaient. Elles étaient pratiquement blanches, même le visage, je vois que son teint change et beaucoup de fatigue. C'est le principal symptôme qui se voyait visiblement. Et comment la prise en charge se faisait, vu que c'était des personnes âgées, pour qu'on essaie de faire Oui, c'était à l'hôpital. Ils allaient à l'hôpital et le médecin prenait soin d'eux. Bon, c'est vrai que ce sont des maladies, on n'a pas beaucoup de formules traditionnelles pour les traiter. Donc, dès qu'on a ces cas, direction hôpital. Les formules et les potions, vraiment, il y en a. Et maman Élise me sort les yeux. Maman Élise, elle doit être une bonne prépareuse de potions pour le sang. N'est-ce pas, maman Élise? Même si je ne prépare pas, j'en connais. Oui, il y a des plantes. Il y a des plantes qu'on utilise pour remonter le sang. Il y a d'autres potions que les médecins refusent souvent. Maintenant, la tomate avec le lait. La tomate concentrée, oui. Et ceci et cela. Mais il y a pas mal de plantes qui remontent franchement le sang. Et il y a la consommation des légumes comme le coum. Il y a consommer le jus de coum qui remonte le sang. Oui. D'accord. Tout à l'heure, docteur, vous avez dit que le sang ne se perdait pas. Comment donc expliquer les anémies qui ne sont pas dues aux hémorragies si le sang ne se perd pas? En général, c'est qu'on n'a pas encore posé le doigt sur le diagnostic. Le sang diminue toujours pour une raison.
que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Maintenant, en fonction des cas, on va rechercher les causes possibles, en fonction de l'âge, du sexe, voilà, et des autres signes associés. Donc, on entend souvent en consultation, moi j'ai toujours l'anémie. Hein. Il y a une raison, il y a toujours une raison pour laquelle on a toujours l'anémie. Ça peut être quelqu'un qui est porteur de la drépanocytose qui ne sait pas. Ça peut être quelqu'un qui est déficient en G6PD, je disais tout à l'heure, qui ne le sait pas, qui consomme peut-être du haricot et qui ne sait pas que le haricot entraîne une destruction de ses globules rouges. Ah bon? Oui, ça existe. Donc, c'est chez nous en consultation, je reçois un patient qui me dit, ou un parent qui me dit, moi, depuis ma fille, elle a 3 ans depuis sa naissance, elle est tout le temps anémiée. C'est au médecin d'investiguer sur les possibles causes d'anémie. Donc, le sang ne se perd pas, il ne disparaît pas, il y a une cause toujours. Ah, d'accord. OK. Et je voulais rajouter, la malnutrition est une cause non négligeable d'anémie. Parce que lorsqu'on est dénutri, la masse protéinique de notre corps est diminuée et le sang, l'hémoglobine, est produite à partir des protéines. Donc, vous êtes mal nourri, votre intestin n'absorbe pas les nutriments nécessaires pour fabriquer le sang, votre masse musculaire n'est pas suffisante pour aider à produire. Donc, vraiment, la malnutrition, il faut savoir que c'est une cause non négligeable de l'anémie. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais surpris tout à l'heure quand vous parliez de la consommation du haricot. Oui. Et alors que depuis le bas âge, on nous fait savoir que le haricot est riche en protéines. Oui. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais chez certaines personnes, le corps métabolise mal le haricot et ça entraîne une destruction. Enfin, les nutriments qui ressortent de la digestion du haricot ne font pas du bien au corps. Le corps les considère comme un ennemi et détruit les cellules sanguines. Ah, ok. Voilà. Mon enfant est anémié, c'est le thème du jour sur Sacré Parents. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment où on s'arrête pour la question des internautes EDOC, en vous rappelant que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après EDOC. Et donc, mon bébé de 3 semaines passe des heures endormi de jour comme de nuit. Je ne connais pas les nuits blanches. Dois-je m'inquiéter? Bon, déjà, il faut savoir, est-ce que le bébé, c'est à 3 semaines qu'il a commencé à dormir de jour comme de nuit? Si c'est un bébé qui le fait depuis sa naissance, normalement, lorsqu'on sort de la maternité, après 2 jours, on repart voir le médecin pour évaluer l'enfant. Si ça persiste les 3 premières semaines, et que le médecin ne vous donne pas des raisons de vous inquiéter, il n'y a pas de souci. Normalement, l'enfant, en moyenne, se repose 12 heures, à cet âge, se repose en moyenne 12 heures par jour. Maintenant, si c'est de survenue brutale, encore là, il ne faut pas tout de suite s'inquiéter. Pourquoi? Il peut arriver que ces 3 premières semaines, l'enfant était en adaptation, en période d'adaptation, et qu'il était grincheux. Mais là, il s'est adapté, il a appris, il s'est tout de suite discipliné, et il dort. Donc, cela ne nous empêche quand même pas d'aller voir le médecin qui va faire un examen neurologique. Parce que c'est avec l'examen neurologique, le premier mois, qu'on sait si l'enfant a une bonne réactivité, un bon tonus, s'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à son sommeil. Voilà. OK. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer avant d'avoir fait... Avant d'avoir vu le médecin qui a fait un examen neurologique. D'accord. Pour revenir dans notre sujet du jour, je veux vous demander, parce que des gens s'interrogent sur le sang, où est-ce qu'il va? Un individu adulte a 5 litres de sang, on le sait. Quand il perd 2 litres de sang et qu'il n'a pas eu d'hémorragie, où est-ce qu'il va, ce sang? Bon, en fait, 5 litres de sang, ça c'est environ. Maintenant, ça correspond, en biologie, ça correspond à un certain taux d'hémoglobine. Maintenant, vous dites s'ils perdent 2 litres de sang, ils vont où? C'est quand on reste avec 3 litres de sang. Ça correspond aussi à un taux d'hémoglobine. Et en fonction du taux d'hémoglobine qu'on a, on pourra compenser ou pas. Maintenant, ils vont où? Je disais tout à l'heure, il peut arriver que vous ne saignez pas.
Et vous êtes peut-être porteur d'une infection chronique, vous ne savez pas, qui est en train de détruire vos cellules sanguines. Vous pouvez être porteur d'une maladie auto-immune, vous ne le savez pas. Vous pouvez être porteur de la drépanocytose, de plein d'affections qui font que vos cellules sanguines s'auto-détruisent, ou alors une infection qui est en train de les épuiser. Donc là encore, il faut consulter. Il faut consulter. D'accord. Puisqu'on parle des enfants, on va revenir sur l'alimentation, sur le côté alimentaire des enfants. Comment est-ce qu'il y a des moyens de prévenir, ou du moins est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à donner aux enfants pour éviter de passer par l'anémie? Oui, bien sûr. La prévention, même, on prône plus la prévention primaire, c'est-à-dire éviter même que l'anémie arrive. Je prends encore le cas de la drépanocytose. Si les parents, avant de faire des enfants, faisaient leur bilan prénuptial, et si la maman aussi, leur bilan prénuptial, ou alors même après mariage, après mariage et union, ils peuvent faire le bilan pour savoir s'ils sont porteurs du gène de la drépanocytose. D'accord? Donc ça évite qu'on ait des personnes qui feront des anémies liées à leur drépanocytose plus tard. Maintenant, la prévention sur le plan alimentaire, oui, parce que maman Elise disait tout à l'heure, les feuilles de manioc, c'est très riche en fer. Donc lorsqu'on consomme beaucoup de légumes frais, on se fait une bonne part en termes de fer dans les aliments. Beaucoup de légumes riches en fer. Oui, beaucoup de légumes frais. C'est très riche en fer. Et on peut faire consommer les enfants parce qu'ils sont petits, leur tube digestif, est-ce que la digestion ce sera ça, légumes et tout, on connaît comment ces feuilles, comment on fait ces feuilles. Dès qu'ils ont atteint l'âge de la diversification, vous vous référez aux recommandations de votre médecin qui pourra vous dire à telle période il peut manger ceci, à telle autre période il pourra manger cela et vous vous adaptez. Donc dès la diversification, l'enfant peut s'alimenter, il peut prendre des légumes. Ok, maman Elise, tu as noté. Très bien. Est-ce qu'il y a des moyens quand l'anémie est là, quand l'anémie est là, comment se fait le traitement? Est-ce que ce ne sont que les transfusions sanguines ou alors il y a des autres méthodes? Le traitement de l'anémie est étiologique, c'est-à-dire c'est la cause. Pour être sûr que l'anémie ne se représentera pas, il faut traiter la cause. Maintenant, lorsqu'on est en face d'une anémie, c'est en fonction de l'état clinique, donc de l'examen du médecin, de ce que le patient présente comme signe, et du taux d'hémoglobine à la numération formule sanguine, qu'on pourra décider si on transfuse ou pas, si on donne un sirop anti-anémique ou pas, parce que ce n'est pas systématiquement qu'on va transfuser. Il y a des cas où on va donner un sirop anti-anémique, il y a des cas où on va juste gérer avec l'alimentation, d'autres où on va transfuser. Mais tant qu'on n'a pas établi la cause, on va corriger l'anémie, mais en amont, il y aura toujours le problème qui va entraîner les mêmes conséquences. Voilà. C'est bien que vous soyez là. Dommage que je ne sois pas sortie avec le résultat de l'examen NF. Parce que des fois, on vous donne le résultat, on vous dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais on ne comprend rien, en fait. On ne peut pas le lire, nous-mêmes, on ne nous indique rien, on ne nous dit pas comment. Est-ce qu'il y a un moyen pour nous-mêmes, nos parents, de traduire ce résultat? La numération formule sanguine, c'est l'examen qui comptabilise les cellules du sang. Vous savez que les 3 principales cellules du sang, c'est les globules blancs, qui luttent contre les infections. Et dans ces globules blancs, il y a encore des lignées, d'accord? Il y a des globules rouges, et dans ces globules rouges, il y a encore une composition qu'il faut connaître, le volume du globule, le taux de l'hémoglobine, la concentration en hémoglobine. Tout ça, c'est des variables qu'on retrouve dans la numération formule sanguine. Et les plaquettes qui sont les cellules responsables de la coagulation. Donc maintenant, lorsqu'on a notre numération formule sanguine, comme je vous disais, c'est fonction de l'âge, du sexe. Voilà. Donc il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de normes figées. C'est en fonction, c'est au cas par cas en fait. D'accord. Voilà. Serge nous parlait tout à l'heure en off de son désir de faire un don de sang qui s'est mal terminé. Il nous l'a dit, hein, tu peux le redire, hein, Serge, tu as fait un don de sang, comment ça s'est passé? Bon, mon organisme n'a pas supporté le fait qu'on me retire une quantité de sang et je me suis évanoui. Donc justement, si Doc pouvait m'expliquer un peu mieux, c'était dû à quoi?
bon, ce serait un avantage pour moi. Bah vous, en fait, vous êtes tombé dans les pommes, comme on dit vulgairement. Oui. D'accord. Bon, avant de faire le don de sang, faut toujours se rassurer qu'on en a en quantité suffisante. Il peut arriver que une soustraction de... Parce qu'en général, on prend 500 ml de sang par poche. Une soustraction de 500 ml vous mette mal. Et comme je vous disais, c'est le sang, les globules rouges qui transportent l'oxygène. Et lorsque le corps se retrouve avec une baisse subite de sang et que vous-même, vous n'aviez pas une quantité suffisante, le cerveau est alerté. Du coup, vous allez faire un malaise comme celui que vous avez eu. Donc, il est souvent bon de se rassurer soi-même en faisant une numération de formule sanguine. Est-ce que nous-mêmes, on a un taux d'hémoglobine qui est satisfaisant pour pouvoir faire un don de sang? Ok. Parlons de traitement, docteur. Est-ce que je vais commencer par la maison. Est-ce que les potions qu'on concocte à la maison, tomates concentrées, toniques, Malta et ceci et tout ça, est-ce que c'est efficace pour le traitement de l'anémie? Est-ce que ça a un rôle à jouer vraiment sur les globules rouges? Quand on te dise, prends la tomate, prends ceci, prends un jus rouge, prends quelque chose qui est rouge, est-ce que c'est efficace? Bon, donne à l'enfant, en fait. On te dit, donne-lui ça, donne-lui ça. Dans ces éléments-là, tomates concentrées, les jus rouges, les sodas, les boissons gazeuses, il y a du sucre. Si je suis fatiguée parce que je suis anémiée et que je prends du sucre, je vais avoir un peu de tonus, je vais avoir un peu de force. Mais ça ne veut pas dire que c'est en train de combler ma masse sanguine. Donc, en fait, on ne fait rien aux enfants quand on leur fait... On leur donne du sucre. On leur donne juste du sucre. On ne soigne pas le problème. On leur donne du sucre. Voilà. Okay, tout Maman ce que je peux vous dire. J'espère que ce n'est pas Maintenant, pour les herbes, ça dépend des herbes qu'on utilise pour faire les potions. Il y a, comme je vous disais, les herbes, les végétaux sont assez riches en fer. Il peut arriver que les herbes utilisées, comme maman Elise disait, peuvent être riches en fer, effectivement. Oui. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire telle herbe est riche parce que moi, personnellement, je ne m'y connais pas. Voilà. En dehors des herbes et tout, est-ce qu'un traitement de fer peut être pris à titre préventif quand on a des soupçons Non, non, non. Puisqu'on supplémente uniquement quand il y a indication, c'est-à-dire quand il y a lieu de supplémenter, quand le médecin décide que, vu l'état clinique du patient, il faut que je supplémente. À défaut, non. À défaut, on va gérer avec l'alimentation. Voilà. Mon enfant est anémié, quels sont les... Excusez-moi, par contre, chez le drépanocytaire, oui, parce que lui, dans son organisme, ses globules sont mal formés et explosent de façon continue, permanente. Du coup, chez eux, on a tendance souvent à supplémenter en acide folique et en fer. Donc oui, chez eux, oui, on essaie de prévenir quand même les anémies parce qu'il y a une destruction qui est continue. Voilà. Ok, quelles sont les manifestations de l'anémie? Comment prévenir ou alors comment prendre en charge un malade, un enfant atteint d'anémie sont autant de questions que nous nous posions au début de cette émission, questions auxquelles le docteur Biliga répond aujourd'hui. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Sacré Parents. Mon enfant est anémié, c'est le thème du jour. On va s'arrêter pour les petits génies en vous rappelant que vous avez la possibilité de partager avec nous vos vidéos, les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission en tapant Sacré Parents. On se retrouve juste après les petits génies. C'était les petits génies, bébés curieux, hein, docteur? Bébé très curieux. Très curieux. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il jouait... Non, il doit être l'espion de maman. Il veut savoir tout ce que papa fait. Il veut savoir tout ce que papa fait, donc il espionne. C'était les petits génies. On vous rappelle que vous pouvez partager avec nous vos vidéos
les exploits filmés de vos bouts de chou à la maison. Maman Élise est presque prête. Avant d'entrer dans la troisième et dernière partie de l'émission, on va donc aller retrouver Maman Élise pour les steps, les étapes pour notre plat, notre beau plat. Les étapes, comme toujours, laver soigneusement du riz, faire cuire, apprêter la viande et les condiments, c'est-à-dire l'arachide, la griller, écraser, et voilà, le tour est joué. Plus de la viande, parce que c'est avec de la viande, c'est pas avec du poisson. J'ai remarqué. Voilà. C'est bon de préciser. Ok, merci Maman Élise. Docteur Gaël Biliga, qui prend en charge l'anémie? En général, le médecin généraliste fera les premières consultations. Et maintenant, pendant ces investigations, s'il se rend compte que c'est une anémie dont les causes sont un peu plus compliquées et pas au niveau du généraliste, il devra référer chez l'hématologue, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un spécialiste pour les maladies du sang, hein, l'hématologue, hémato pour hématie, globule rouge. Donc il y a un spécialiste pour ça. Voilà. D'accord. Et pour les enfants qu'on a à la maison, à partir de quel moment il faut s'inquiéter? À partir de quand il faut consulter? Est-ce qu'après un jour de fatigue ou de pâleur ou 2 jours de... Est-ce qu'il faut directement courir chez le médecin? C'est suffisant. Si vous voyez que votre enfant présente une fatigue inhabituelle, consultez. Perdez rien en fait. Il vaut mieux consulter tôt par excès que de perdre 24 heures et le regretter. Parce que parfois, l'enfant peut manifester... une pathologie aujourd'hui alors qu'il en est porteur depuis plusieurs jours. D'accord. Voilà. Ok. Serge, un mot de fin. Bientôt, on va conclure cette émission. Un mot de fin, un conseil, quelque chose? Bon, juste pour dire que j'ai beaucoup appris en compagnie des docteurs. Et maintenant, je crois qu'il est judicieux de connaître un NFS avant de faire toute action concernant le sang. Tu as appris NFS là aujourd'hui? Oui. Ok, c'est bien. Tu retiens bien tes leçons. Tu retiens bien tes leçons. Docteur, un mot de fin. Oh, c'est toujours un plaisir d'être là avec toute l'équipe et de partager ce moment ensemble. Voilà, je dirais aux parents plus de vigilance. Lorsque l'enfant est fatigué, lorsque l'enfant se plaint de vertige, n'hésitez pas. Donc l'anémie n'est jamais loin avec les enfants. Très vite, ils se retrouvent dans cet état-là. Donc ne perdons pas de temps, consultons aussi vite que possible. Pour ne pas en arriver aux transfusions sanguines. Et au pire même. Et au pire. Et au pire. Voilà, tout est dit. C'était donc Sacré Parents, mon enfant est anémié. Maman Élise est prête. On va remercier toute l'équipe technique pour cette autre belle émission. Remercier Serge, le papa du bébé de 3 mois qui est avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté cette invitation. Remercier le docteur Gaël Biliga d'avoir accepté cette invitation. On va vous rappeler de garder un œil très attentif sur vos enfants à la maison. Sacré Parents pour des enfants sacrés.